Bonjour, aujourd'hui, on va aborder le sujet des interventions palliatives pour la maladie respiratoire et les néoplasies pulmonaires. On va principalement parler des symptômes pulmonaires. Parce que c'est sûr que quand on parle de cancer, il y a beaucoup de choses qui peut y avoir comme symptômes. Mais vu qu'on est plus cancer du poumon, vu aussi qu'il y a souvent d'autres maladies pulmonaires que les personnes qui peuvent être associées ou que les personnes peuvent avoir en même temps qu'un cancer du poumon, bien, on va se concentrer sur ces symptômes-là pour aujourd'hui. Alors, très rapidement, donc, on veut prendre conscience de l'unicité du parcours en fin de vie pulmonaire. On va parler des différentes interventions et on va parler de la prise en charge de la clientèle pulmonaire puis de leurs besoins en fin de vie. On va passer rapidement sur le portrait de fin de vie des maladies pulmonaires. On va regarder un petit peu le parcours de M. Azoulay, les symptômes courants, quel type d'intervention on peut amener comme soulagement pharmacologique, non pharmacologique et le rôle des différents professionnels à travers tout ça. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que, dans le fond, la fin de vie pulmonaire, ça varie. Hein? Ça varie, c'est sûr, il y a des choses qui sont communes, mais ça va varier selon la pathologie qui est impliquée, les comorbidités. Donc, est-ce que la personne a d'autres problèmes de santé, que ce soit de l'hypertension, que ce soit du diabète, que ce soit des problèmes rénaux, n'importe quoi d'autre, d'autres maladies pulmonaires aussi, les traitements qu'elle a reçus ou qu'elle reçoit, et ses caractéristiques. Hein? La personne, dans le fond, qui elle est, c'est quoi son histoire, son état de santé, son environnement social, c'est quoi son réseau de soutien, son environnement physique et tout ça. Donc, tout ça va venir influencer sur le portrait de sa fin de vie. On va juste rapidement parler de M. Azoulay aujourd'hui, un monsieur de 72 ans qui vit avec son épouse. Il est connu déjà pour une MPOC, donc une maladie pulmonaire obstructive chronique depuis environ 10 ans. Sa maladie était relativement stable, bien contrôlée. Il y a eu un diagnostic du cancer du poumon il y a 2 ans en plus, parce qu'on est souvent chanceux comme ça, avec une progression lente toutefois. Dans la dernière année, il y a eu 3 exacerbations de sa maladie avec des hospitalisations. Et depuis, il trouve que, bien, pas juste lui, mais son état de base s'est beaucoup dégradé, sa qualité de vie, elle est diminuée. Donc, il nous est référé pour voir comment on peut l'aider à travers tout ça. Donc, on va explorer ses signes et symptômes, puis on va explorer aussi ses besoins. OK? Il peut être référé à une équipe de suivi en oncologie, en soins palliatifs, aux soins à domicile pulmonaire, au CLSC. Ce qui est important, c'est que, dans le fond, les professionnels à qui M. Azoulay va être référé vont le prendre en charge et vont regarder avec lui c'est quoi sa situation présente, ses besoins. Donc, qu'est-ce qui présente? Une augmentation de la dyspnée, c'est-à-dire de l'essoufflement, autant au repos qu'à l'effort. Une capacité qui est diminuée à faire AVD, AVQ, c'est les activités de la vie domestique et les activités de la vie quotidienne. Donc, pour lui, c'est plus difficile de passer la balayeuse, de laver la vaisselle, d'entretenir son logement, d'aider son épouse. Mais ça devient aussi plus difficile au niveau de ses activités de la vie quotidienne, c'est-à-dire se préparer à manger, ça c'était plus l'autre, mais ça veut dire, par exemple, se laver, s'habiller, etc. Tout ça, ça devient plus difficile parce qu'il est plus essoufflé, il est plus fatigué. Donc, justement, sa fatigue est augmentée et tout ça, ça entraîne de l'anxiété, du découragement chez M. Azoulay. Quand vous explorez la situation avec lui, il vous dit qu'il aimerait terminer ses jours à la maison autant que possible. Son épouse est là et soutient sa décision, ce qui est très important parce que une fin de vie à domicile, c'est quelque chose qui peut être très beau, mais il faut qu'il y ait un réseau de soutien qui soit présent et d'accord avec ça. Ils n'ont pas de famille proche parce que les enfants sont à l'étranger. Donc, c'est monsieur et madame. Il exprime ses craintes face à l'augmentation de ses symptômes parce que c'est de plus en plus difficile pour lui. Et madame exprime ses craintes quant à sa capacité à l'aider adéquatement aussi parce que ce n'est pas évident toujours, là.
Ça peut amener beaucoup d'impuissance, beaucoup de... Tu sais, il y a parfois, il y a un manque de connaissances et tout ça, l'inconnu et tout. C'est quoi les symptômes les plus courants qu'on va voir en fin de vie pulmonaire? Ceux qu'on va aborder aujourd'hui, on va parler de dyspnée, c'est-à-dire d'essoufflement. Il va y avoir la toux, la fatigue, puis des symptômes qui sont, pas des symptômes, mais des... une réalité qui est souvent plus mise de côté ou à laquelle on n'apporte peut-être pas autant d'importance. Il y a la perte d'autonomie, mais aussi l'isolement social et l'anxiété et la dépression. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver aussi qui est plus spécifique au cancer? Il y a la perte de poids, la perte d'appétit, difficulté à avaler, nausées, vomissements, épanchement pleural, c'est-à-dire quand il y a du liquide qui s'accumule dans la cavité qui entoure le poumon, de la douleur, etc. Nous, on va traiter les premiers symptômes parce que les autres sont moins spécifiques puis qu'on manque de temps. Donc, voilà. Fait qu'au niveau de l'essoufflement, d'abord, quand on parle d'essoufflement, il faut identifier un peu le type d'essoufflement, de dyspnée. Donc, est-ce qu'on va parler d'essoufflement à l'effort, au repos? On a parfois aussi ce qu'on appelle la dyspnée réfractaire, c'est-à-dire une dyspnée, un essoufflement qui persiste malgré un traitement optimal au niveau de la cause, la pharmacologie et tout ça. C'est ça, la dyspnée réfractaire, elle est fréquente puis elle est malheureusement sous-traitée. Donc, c'est important d'être à l'affût de ça. La personne peut aussi avoir des crises de dyspnée, c'est-à-dire un inconfort respiratoire qui est soutenu, qui est sévère au repos, en phase avancée de la maladie, puis qui va venir vraiment toucher sa capacité, la capacité de la personne et de... leur capacité de réagir, de la personne et de leur entourage, parce que c'est paniquant. Dans le fond, c'est vraiment, là, la personne est essoufflée, 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 puis ça passe pas. Là. Fait que ça devient très, très paniquant, ça cause une grande souffrance et ça peut mener à la détresse respiratoire aussi. Okay? Mais on ne panique pas parce qu'il y a des choses à faire pour ça. C'est ce qu'on va voir aussi un petit peu plus loin. Donc, pour ce qui est de la dyspnée, c'est sûr qu'en premier lieu, il faut traiter autant que faire se peut, bien sûr, la cause de la dyspnée, de l'essoufflement. On a aussi des traitements non pharmacologiques et pharmacologiques des symptômes comme tels. On va voir ça un petit peu plus dans cette diapositive-là ici. C'est ça, où on voit en gros. Donc, quand on parle du traitement de la cause, on va regarder, est-ce que c'est quelque chose de temporaire ou de permanent? Est-ce que c'est dû, par exemple, à une infection? Parce que le fait d'avoir un cancer du poumon ou une maladie pulmonaire, ça n'empêche pas d'avoir d'autres problèmes qui vont avec ça, qui peuvent être causés directement par le cancer ou par la maladie pulmonaire, ou qui peuvent juste venir se dire, bien, let's go, la personne n'en a pas déjà assez, on va s'en rajouter un peu. Donc, des fois, il peut y avoir des infections. À ce moment-là, on va utiliser des antibiotiques. Puis ce qui est important de retenir, c'est que ce n'est pas parce que la personne elle est en fin de vie qu'on ne traite pas. Okay? Parce que le but des traitements en fin de vie, c'est de soulager la personne. Okay? Et pas juste de la laisser aller. Okay? Donc, on veut vraiment traiter le plus possible les symptômes, agir sur son confort, maintenir la qualité de vie le plus longtemps possible. Donc, c'est très, très important de traiter les causes traitables en respectant, évidemment, la personne, son niveau de tolérance, parce qu'il faut toujours être capable d'aborder avec la personne, est-ce qu'elle désire des traitements qui sont plus agressifs, qui sont moins agressifs, c'est quoi ses objectifs, puis qu'est-ce qu'elle est prête à accepter ou non. Okay? Donc ça, c'est une discussion qu'il faut avoir et parfois à plusieurs reprises avec la personne, avec l'équipe de soins, etc. Et il ne faut pas, tu sais, les personnes atteintes de cancer ou de n'importe quelle maladie pulmonaire ou de n'importe quelle maladie ne doivent pas hésiter à poser des questions aux membres de l'équipe de soins, que ce soit l'infirmière, le médecin ou autre, OK? Et à exprimer c'est quoi leurs désirs et leurs besoins, puis à voir qu'est-ce qui est réaliste ou non, bien sûr.
Donc, il peut y avoir, on en a parlé tout à l'heure, des fois des épanchements pleuraux, hein, le liquide qui se ramasse dans la cavité autour du poumon. À ce moment-là, c'est possible d'insérer un tube pour faire un drainage, ce qui va vider le liquide. Le poumon va pouvoir reprendre de l'expansion. La personne va avoir plus de place dans sa cage thoracique pour mieux respirer. Des fois, on peut avoir des inflammations, comme la lymphangite carcinomateuse. À ce moment-là, on peut donner des corticostéroïdes. Des fois, il peut y avoir des embolies pulmonaires, c'est-à-dire des caillots qui viennent se loger dans les poumons. On va parler d'anticoagulothérapie. S'il y a de l'insuffisance cardiaque, bien, on peut donner des médicaments pour renforcer le cœur ou encore parfois avec l'insuffisance cardiaque, il y a du liquide qui va s'accumuler soit dans les poumons ou au niveau des membres inférieurs et qui va faire en sorte que ça va être plus difficile pour la personne de faire ces choses. C'est sûr, si c'est au niveau des poumons, bien, du liquide, ce n'est pas fait pour aller dans les poumons. La personne peut se noyer dedans. Donc, c'est important de donner des liquides, pas des liquides, des médicaments pour éliminer cette eau-là. Et la personne dont les jambes deviennent trop enflées, bien, c'est plus difficile au niveau de la mobilisation, donc on va essayer de traiter ça aussi. Fait qu'il y a des médicaments qui peuvent se donner pour ça. Il peut y avoir aussi des obstructions bronchiques à ce moment-là, que ce soit pour différentes causes. Ça pourrait être la tumeur, ça pourrait être autre chose. Donc, à ce moment-là, dépendamment de la cause, on va traiter soit en donnant des médicaments, en faisant des interventions. Ça peut être une ablation au laser, ça peut être de la radiothérapie, etc. Puis, il peut y avoir aussi différents problèmes métaboliques. Pas assez de calcium, pas assez de magnésium, pas assez de phosphate dans le sang, etc. Donc, on va essayer de corriger tout ça. Fait que ça, c'est différents exemples de la façon dont on peut traiter la cause de l'essoufflement pour essayer d'améliorer la situation. Maintenant, on a beau traiter les causes, des fois, ça ne sera pas suffisant parce que la situation physique, physiquement, la personne est trop détériorée. Donc, il y a aussi des interventions non pharmacologiques et pharmacologiques qu'on peut ajouter. Au niveau des interventions non pharmacologiques, c'est important de les connaître parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un professionnel de la santé pour les faire. Les usagers, les familles peuvent les mettre en place, vous pouvez le faire. Donc, ça peut être simplement de positionner la personne au lit confortablement. Souvent, la personne qui est essoufflée, ça va être pire quand elle est en position couchée. Donc, on peut, par exemple, mettre des oreillers derrière sa tête. On pourrait, il y en a qui vont être plus souvent dans un fauteuil. Vous savez, les lazy boys, là. Puis, il y en a même qui vont dormir là-dedans parce que ça les rend plus confortables. Avoir des vêtements plus serrés, plus on se sent constricté, c'est pas plus on se sent là, serré. Donc, on a l'impression qu'on peut moins bien respirer. Avoir une bonne ventilation, hein, ça a l'air nono, mais c'est trop simple, mais juste qu'il y ait un petit courant d'air, un ventilateur, de l'air climatisé, aérer les locaux, ouvrir les fenêtres. Évidemment, pas quand il fait 43 degrés, ressenti 92, avec un facteur humidex dans le plafond. Et c'est là où le ventilateur, ou mieux encore, l'air climatisé prend tout son sens. Donc, c'est ça. Mais souvent, plus que l'oxygène, simplement un petit ventilateur va faire le travail. Avoir une atmosphère calme. Plus on est énervé, plus on est essoufflé. Plus on est anxieux, plus on est essoufflé. Un espace suffisant autour du lit. Des fois, ça peut être de rafraîchir le visage de la personne avec des petites débarbouillettes. Si elle est plus capable, ça devient très difficile de se lever pour elle et tout ça. Faire sa toilette au lit, l'aider avec ça. Quand elle est vraiment très, très essoufflée, pas en bon état, on fait des visites qui sont plus brèves. Avoir des petits repas souvent ou au lieu d'avoir des gros repas. Avoir de la texture adaptée. Ça a l'air nono, mais mâcher un bon gros steak, pas très tendre, qui n'est pas du filet mignon, ça peut demander de l'énergie. Donc, des fois, c'est d'adapter les textures tout en rendant la nourriture agréable à manger. Il y a toujours, évidemment, si la personne, son taux d'oxygène diminue, on pourrait mettre ou on mettra de l'oxygénothérapie, mais l'oxygénothérapie, ce n'est pas pour l'essoufflement, c'est pour la diminution d'oxygène dans le sang.
Si c'est juste de l'essoufflement sans diminution d'oxygène, le ventilateur va faire un aussi bon travail, sinon meilleur. Et si la personne a beaucoup de sécrétions et que ça la rend, elle, inconfortable, on pourrait doucement aspirer les sécrétions hautes dans les voies respiratoires. Mais ça, il faut faire ça vraiment avec précaution parce que quand il y a trop de sécrétions, ce qui va se passer, pas qu'il y a trop, mais quand on vient aspirer les sécrétions, c'est très inconfortable par la personne, c'est très dérangeant, puis en plus, ça peut devenir irritant, et si c'est irritant, ça va stimuler la production d'autres sécrétions. Donc, ça va être désagréable aussi. Okay? Puis ça va être contre-productif. Donc, si jamais on les aspire, ça va être les sécrétions hautes. Et là, il faut se demander, est-ce qu'on aspire les sécrétions parce que ça nous dérange, nous, ou est-ce que ça dérange la personne? Parce que quelqu'un qui a beaucoup de sécrétions, ça va faire du bruit qui est dérangeant. Et souvent, pour l'entourage, l'entourage a l'impression que la personne, elle est inconfortable. Et c'est souvent, en général, la grande majorité du temps, l'entourage qui va vouloir, qui va demander une aspiration. Mais si ce n'est pas dérangeant pour la personne, bien, il y a d'autres moyens. Il y a des médicaments qui peuvent être donnés, il y a d'autres moyens, le drainage bronchique, tout ça qui peuvent être faits, qui vont être beaucoup moins invasifs, voire douloureux et contre-productifs. Puis finalement, bien, il y a toujours le traitement pharmacologique. Encore une fois, on va y aller selon les symptômes, selon la cause et tout ça. On peut donner des opioïdes, des anxiolytiques, des corticostéroïdes, des diurétiques, toute une série de médicaments qui peuvent être donnés pour soulager la dyspnée, l'essoufflement. Et si la personne se retrouve en fin de vie ou en détresse respiratoire, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est en fin de vie qu'il va avoir de la détresse. On parle de ces symptômes-là, mais quelqu'un qui est en fin de vie, même d'une maladie pulmonaire, n'aura pas nécessairement de détresse respiratoire. Mais c'est bon d'être prêt au cas où. Donc, si jamais c'est le cas, il y a un protocole de détresse qui existe pour vraiment venir soulager justement la détresse de la personne, la crise d'essoufflement dans laquelle elle se trouve et l'agitation et la très, très grande anxiété / panique. Et ce protocole-là va la soulager. Okay? Donc, c'est des possibilités qui existent. Okay. On a parlé des opiacés tout à l'heure. Ce n'est pas la solution miracle, mais c'est une médication qui s'est avérée très, très souvent aidante dans le soulagement de l'essoufflement. Ça travaille à plusieurs niveaux. Ça diminue le travail du cœur, ça diminue l'anxiété. Et on s'est rendu compte aussi que ça pouvait agir au niveau des petites bronches. Donc, c'est ça. Ça ne fonctionne pas avec tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui voient un bon résultat avec les opiacés. Là, j'ai des données par rapport aux gens qui ont de la MPOC, mais ça va fonctionner avec d'autres clientèles aussi, entre autres ceux qui ont un cancer du poumon. Donc, il y a une possibilité de les utiliser. Quand on les utilise pour le soulagement de la dyspnée, c'est important d'avoir un début qui est progressif. Okay? Juste un instant. Donc, un début qui va être très progressif par rapport à l'utilisation des opiacés parce qu'on ne veut pas amener d'effets indésirables non plus. Okay? Et l'expérience a démontré qu'il y a peu ou pas d'incidence d'accoutumance quand c'est bien dosé. Donc, on va commencer avec des très, très, très petites doses et qui sont beaucoup plus faibles d'ailleurs que ce qu'on utilise pour le traitement, le soulagement de la douleur. Et on va augmenter jusqu'à temps qu'on trouve la bonne dose pour traiter la personne. Okay? Et là, bon, il y a plusieurs patrons d'administration. On peut avoir des courtes actions par la bouche avec la possibilité d'entredose. Ça peut être en sirop, en comprimé. On peut avoir des opioïdes à longue action. On peut l'avoir en injection sous-cutanée. On peut l'avoir sous la langue, un petit sirop sous la langue pour les crises. On a parlé tout à l'heure de crise de dyspnée, de crise d'essoufflement. Et il peut y avoir aussi le fameux protocole de détresse respiratoire quand justement la crise elle est trop importante et qu'elle n'est pas soulagée par les autres moyens.
Si on utilise les opiacés, que ce soit d'ailleurs pour le soulagement de l'essoufflement ou pour d'autres raisons, bien, c'est très, très important de faire l'enseignement à la personne et à ses proches. Et pour justement les personnes et les proches, n'hésitez pas à poser des questions. Okay? Souvent, on a peur de l'utilisation des opiacés. Ça, on a souvent parlé morphine mort, parce que c'est ça, hein, quand on parle d'opiacés, on va parler de morphine, de dilodite, de fentanyl, de codéine et tout ça. Mais ça a mauvaise presse encore, même auprès de plusieurs membres du domaine de la santé qui peuvent parfois hésiter à le prescrire. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à vous renseigner. Il faut vraiment là, aller... pas travailler, mais aller éclaircir les craintes que vous pourriez avoir par rapport à ça. C'est quoi le principal obstacle qu'on trouve par rapport à l'utilisation des opiacés? Bien, c'est les craintes puis les fausses croyances, autant du personnel de la santé que de la personne puis que de l'entourage. Okay? J'ai vu des situations où on ne pouvait pas soulager la personne parce que l'entourage, la personne était plus apte parce qu'elle était plus en état de consentir ou non. L'entourage refusait parce qu'il y avait donc peur que ça entraîne sa mort et tout ça. J'ai vu aussi des situations où, à un moment donné, mais là, c'est plus ancien, c'est moins récent. Ayez pas peur, mais ça fait longtemps que je suis dans le domaine. Puis on a vu des situations où les médecins hésitaient à prescrire parce qu'il y avait peur justement des effets secondaires sur l'état pulmonaire. Et on a vu aussi des situations où le personnel, même si c'était prescrit, hésitait à le donner pour la même raison. Heureusement, il y a de plus en plus d'informations qui est transmise. Les gens sont de plus en plus au courant, puis ça se produit de moins en moins souvent. Des fois aussi, il y a des hésitations face au pronostic. Okay? Pour le personnel traitant, ce n'est pas évident parce que des fois, considérer, quand on est dans le domaine de la santé, on s'en va dans ce domaine-là souvent pour aider la vie, okay? Pour garder les personnes en vie, pour les aider à avoir une bonne qualité de vie. Et pour plusieurs personnes, penser à la mort, ça peut être comme un échec. Donc, pour certains membres, je l'ai vu avec certains médecins, entre autres, que tant que la personne n'était pas morte, elle n'était pas mourante. Donc, il ne la considérait pas comme ça, fait qu'il hésitait à traiter. Mais ça, si jamais vous vous retrouvez face à des situations comme ça, ouvrez la porte, n'hésitez pas à parler de vos besoins et tout ça, à poser vos questions. Okay? Et c'est important de ne pas négliger les effets secondaires qui peuvent être associés à l'utilisation des opiacés. Il y en a. Le premier, le plus fréquent, le plus déconcertant, j'allais dire autre chose, mais c'est la constipation. Donc, c'est bien, bien, bien important de la prévoir et de la soulager. Okay. Autre symptôme très important qui peut affecter les gens, c'est la toux. Okay? La toux qui peut affecter la qualité de vie de façon très, très, très négative, mais vraiment, 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 là, j'ai travaillé 10 ans en soins pulmonaires, puis je pensais comprendre les patients qui toussaient beaucoup, pas une toux occasionnelle, mais qui avaient vraiment là, une toux chronique, puis qui disaient « j'en peux plus, j'en peux plus ». Puis je pensais les comprendre jusqu'à temps qu'un jour, moi, je me suis retrouvée à avoir une toux qui a duré plusieurs mois, puis qui ne partait pas, puis on essayait des traitements, puis ça ne partait pas. Mais moi, je savais que ça allait éventuellement partir, et on a trouvé le bon traitement, et c'est parti. Mais c'est là où j'ai compris la détresse que la toux chronique peut entraîner chez des gens qui la vivent au quotidien et sur une longue période. C'est ça. Fait que c'est vraiment, c'est un symptôme qui est parfois difficile à traiter, qu'il ne faut vraiment pas négliger. Okay? Et qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est qu'il faut d'abord identifier le type de toux. Donc, est-ce que c'est une toux qui est grasse, qui est sèche, qui est efficace, qui n'est pas efficace? Quand on dit efficace ou non, c'est est-ce que la personne elle est capable de dégager ses sécrétions ou si ça reste tout pris en dedans.
Le plus important, c'est de chercher et idéalement de traiter l'étiologie, c'est-à-dire la cause, mais là, ça peut être multiple, ça peut être complexe, et c'est ce qui fait que c'est compliqué avec la toux, justement. C'est pas toujours facile de trouver, de traiter la cause. Dans les traitements non pharmacologiques, bien, on va enseigner une technique de toux efficace. Là, ça ne sert à rien de vous le montrer maintenant, mais dans le fond, en gros, c'est de prendre une inspiration profonde, de bloquer et d'aller tousser 2 fois. Tu sais, comme... Bon, ça peut être un exemple. Il y a différentes façons là, de tousser. Il peut y avoir du drainage postural qui va être fait. Ça peut être de maintenir la tête élevée en position confortable. Quelqu'un qui est couché à plat va plus facilement tousser que quelqu'un qui est relevé. Avoir une hydratation adéquate, hein, justement parlant de l'hydratation. Donc, c'est bien important aussi parce que plus on est sec, plus on a les muqueuses sèches, plus c'est irritant, plus on va tousser. Donc, c'est important de s'hydrater, évidemment en respectant les consignes données par nos soignants. Parce que si vos soignants vous disent, bon, ben là, vous faites de l'insuffisance cardiaque ou vous avez un problème rénal, il ne faut pas trop boire, puis que vous allez dépasser ça, bien, vous risquez de tousser quand même pour d'autres raisons, parce que vous allez vous noyer dans vos poumons. Fait que c'est important de respecter les consignes à ce niveau-là. Avoir un taux d'humidité suffisant dans l'air. Plus l'air est sec, plus on va avoir tendance à tousser. Et d'avoir une bonne hygiène de l'air aussi, c'est-à-dire ouvrir la fenêtre, ventiler, etc. Il est recommandé tous les jours de l'année d'ouvrir ces fenêtres au moins 15 minutes, à moins que ça soit une grosse période de smog ou que vous habitiez en plein dans le centre-ville, juste à côté du tunnel qui dégage des tonnes et des tonnes de CO2. Mais là, je vous dirais si jamais c'est possible de déménager. Mais c'est ça, mais ouvrir sa fenêtre 15 minutes par jour, même l'hiver, ça fait des miracles pour l'hygiène de l'air et ça peut aider à beaucoup de choses aussi. Puis si on peut, plus encore. Il y a différents types de médications selon les types de toux. OK? Les opiacés aussi, on en a parlé tout à l'heure pour l'essoufflement, mais ça aide aussi, ça peut aider vraiment pour la toux. Puis ça, bien, tous les types d'opiacés, d'opioïdes se valent, sauf la mépéridine, mais on l'utilise à peu près plus maintenant. Puis si jamais vous utilisez déjà un opiacé, bien, à ce moment-là, des fois, ça va être d'augmenter la dose plutôt que de le combiner avec un autre. OK? Évidemment, ce n'est pas vous qui faites ça. Il faut faire ça en collaboration avec votre équipe médicale, médecin, etc. Et il y a différentes médications alternatives pour la toux, mais ça, c'est de voir, encore une fois, avec votre équipe médicale. La fatigue, on oublie souvent ça, c'est un symptôme qui va avec pas mal tous les types de cancers, mais aussi beaucoup avec la maladie pulmonaire, parce que quand on a une maladie pulmonaire, bien, on est moins bien oxygéné souvent. Si on est moins bien oxygéné, on est plus fatigué. Donc, c'est un symptôme qui est fréquent, qui est subjectif, c'est-à-dire que ça ne se voit pas, c'est ressenti. Donc, les gens ne s'en rendent pas toujours compte quand ils sont autour de vous, ce qui fait que c'est difficile parce que vous avez l'impression que les gens ne comprennent pas. C'est pénible, c'est persistant. Puis ça peut aller d'une simple lassitude jusqu'à l'épuisement total qui fait que juste penser à vous lever de votre lit ou de votre chaise, juste d'y penser, c'est épuisant. Ça touche les sphères physiques, émotionnelles, de la pensée, spirituelle. Dans le fond, ça affecte tout votre fonctionnement, la qualité de vie et tout ça. Puis, simplement de dormir, là, juste prendre une sieste ou juste dormir une bonne nuit de sommeil, ce n'est pas suffisant pour ce type de fatigue-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Encore une fois, autant que possible, on va traiter la cause, OK? Que ce soit de l'anémie, de l'infection, de la surcharge. Quand on parle de surcharge, c'est trop de liquide au niveau du cœur et tout ça, ou des poumons. Causes métaboliques, des insuffisances, par exemple, rénales, du foie, n'importe quoi. Cachexie, c'est quelqu'un qui est très, 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 très maigre. Déconditionnement, c'est quand quelqu'un va être bouge tellement pas et tellement peu actif, puis souvent, ça va se passer dans les cas de maladie, d'hospitalisation et tout ça, qui perd ses capacités à être actif aussi parce que ses muscles vont perdre de leur force, etc., leur cœur, etc. Donc, il faut rester actif le plus longtemps possible.
en respectant toujours ses limites. On favorise l'équilibre entre activité et repos, des activités physiques qui sont adaptées à la personne. Des fois, de faire de la réadaptation physique aux besoins, ça peut aider aussi. Ça peut être dans un centre, comme les centres inspirés et autres, mais ça peut être aussi à la maison. Il y a des exercices qui peuvent être adaptés à la maison selon la personne qui peuvent aider à ça. On optimise le rythme et l'hygiène de sommeil. Quelqu'un qui fait des longues siestes dans la journée bien, va avoir beaucoup de difficultés à dormir la nuit, puis ça va entraîner un cercle vicieux. Donc, oui, des siestes, mais des courtes siestes, hein, pas plus idéalement qu'une demi-heure, trois quarts d'heure, parce que sinon, ça vient tout nuire à notre équilibre, notre hygiène de sommeil. Puis on essaie, bon, tu sais, de se coucher le soir, dormir la nuit, de ne pas être devant nos écrans jusqu'à temps qu'on se couche, etc. Il y a toutes sortes de choses à faire pour l'hygiène de sommeil. Et dans certains cas, il peut y avoir aussi des options pharmacologiques, mais ça, c'est encore une fois à discuter avec votre équipe soignante. La perte d'autonomie, okay, on veut prévenir le déconditionnement, on veut maintenir les capacités fonctionnelles. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut aider, on veut faire en sorte que la personne ne perde pas ses capacités musculaires, cardiaques, respiratoires à bouger, son énergie et tout ça. Okay? On veut maintenir sa capacité à être capable de faire ses activités, à être capable de se laver, de s'habiller, de manger, de se déplacer, etc., autant que faire se peut. On va alterner les périodes d'activité et de repos. Tout est toujours dans l'équilibre. Tu sais, des petites activités, des repos, on alterne et tout ça. On peut faire intervenir les équipes interdisciplinaires, c'est-à-dire avec les ergothérapeutes, les physiothérapeutes. Hein, on peut adapter l'environnement aussi, par exemple, pour le bain, la douche, avoir des barres, un banc. Des fois, ça va être d'avoir une chaise d'aisance, des choses comme ça. Des aides techniques comme une marchette, une canne, un déambulateur. Et il ne faut pas hésiter à utiliser ces aides techniques-là. Souvent, on a l'impression que ça va causer une perte d'autonomie, alors qu'en fait, ça aide à préserver votre autonomie. Donc, c'est bien, bien, bien important. Et l'isolement social. Okay? Donc, la personne qui a une maladie pulmonaire ou autre, un cancer, tout ça, souvent va se sentir isolée, peut sentir qu'il n'y a personne qui comprend ce qu'elle vit ou simplement ses capacités font en sorte qu'elle est plus capable de sortir, qu'elle est plus capable de vaquer, elle n'a plus d'énergie. Puis, il y a des gens aussi qui ne sont pas à l'aise avec la maladie, donc qui n'entreront plus en contact avec la personne, pas parce qu'ils ne l'aiment pas ou quoi que ce soit, mais simplement parce qu'eux-mêmes ne sont pas capables, okay? Parce qu'ils se sentent impuissants, démunis, etc. Donc, on explore avec elle. Est-ce qu'elle se sent isolée? Est-ce qu'on sait pourquoi? Les causes de la situation. On favorise la communication, on aide à identifier les ressources possibles, les scénarios possibles. On réfère à des groupes d'entraide quand il y en a. Puis, il y en a plusieurs. On cherche, puis on va trouver toutes sortes de choses. Et on peut explorer les possibilités de déplacement aussi. Des fois, ça va être de faire une demande pour le transport adapté ou autre. Il y a des bénévoles aussi qui peuvent faire du transport ou des gens qui vont offrir un transport pour des sommes qui ne sont pas si grandes que ça, etc. Donc, on va regarder avec ça. Anxiété, dépression, c'est important d'être alerte à ça, dépistage, repérage. On va identifier avec la personne les causes qui peuvent être modifiables. On va offrir écoute et soutien. On favorise la communication. On peut offrir de l'aide psychologique, psychosociale et il y a la médication aussi qui peut être efficace. Et là, j'accélère parce que mon temps arrive à sa fin. Et finalement, n'hésitez pas, hein, c'est toute une équipe qui travaille avec vous. Donc, il y a vous, les patients, qui êtes au cœur de cette équipe-là. Vous allez être entouré d'infirmières, de médecins, d'inhalothérapeutes, s'il y a lieu, travailleuses sociales et ou psychologues, physiothérapeutes ou techniciennes en physiothérapie qui vont pouvoir aider pour les exercices. Puis quand on parle d'exercice, ce n'est pas nécessairement un marathon. Des fois, ça va juste être comment se tourner dans son lit, comment se lever de son lit, de son fauteuil, comment prendre sa douche. Les ergothérapeutes vont aussi adapter l'environnement et tout ça, vont vous donner des trucs pour être capable de faire vos choses. Et on ne néglige pas les préposés aux bénéficiaires, mon Dieu, je ne me souviens jamais, les ASS, c'est comme les préposés à domicile, etc.
Donc, pour conclure, M. Azoulay, grâce aux interventions des équipes du service régional de soins à domicile pour malades pulmonaires chroniques, des soins palliatifs du CLSC, etc., parce que tout ça, c'est un travail d'équipe auprès de la personne, M. Azoulay a pu rester à la maison jusqu'à ce que son état soit trop détérioré et sa perte d'autonomie trop importante pour que son épouse s'en occupe adéquatement sans s'épuiser. Donc, cette possibilité avait été abordée par l'équipe de soins. Et donc, ils ont pu prévoir la suite des choses. M. Azoulay, il a pu terminer ses jours paisiblement à l'unité de soins palliatifs, accompagné de son épouse. Alors voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'arrive pour ça, justement. Donc, mais merci pour commencer. Ça fait plaisir. Encore une fois, c'est toujours vraiment super intéressant de vous avoir avec nous. Donc, première question, comment les patients peuvent-ils accéder aux services d'intervention palliative s'ils vivent dans des régions éloignées ou rurales au Québec? Il faut voir. En fait, il y a des équipes de soins palliatifs qui existent. Est-ce qu'il en existe partout? Je ne sais pas, mais normalement, la plupart des centres, des CLSC, devraient avoir une équipe de soins qui est apte à offrir des soins palliatifs. Donc, c'est ça, je confirme avec ma collègue Mara, mais c'est ça. L'offre en soins palliatifs reste une priorité gouvernementale et tous les CLSC devraient être capables d'en offrir, même si ce n'est pas une équipe dédiée, les membres devraient être capables de le faire. Okay? Donc, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a. Vous pouvez demander, si vous avez des soins du CLSC, mais que vous ne sentez pas que c'est une approche palliative puis que ça pourrait être nécessaire, bien, vous pouvez le demander à ce moment-là. Okay? Je n'ai pas d'autres questions, mais si on en a, on va faire comme d'habitude, on va vous les envoyer. Excellent. Et on pourra répondre aux gens. Naturellement, vous avez accepté qu'on puisse mettre votre présentation. Tout à fait. Donc, les gens pourront revoir votre conférence. Excellent. Merci beaucoup.